Michel de Montaigne disait « Les voyages forment la jeunesse ». Il avait évidemment raison, mais depuis, la pandémie de Covid est passée par là et il est vrai que les classes découvertes se sont arrêtées net. Ou presque. Et 4 ans plus tard, les enseignants comme les établissements peinent à relancer la machine, si bien que le 1er février dernier, une loi a été votée à l'Assemblée pour créer un fonds d'aide de l'État et relancer les voyages scolaires. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Bonivard. Bonsoir. Bonsoir. Députée Les Républicains de Savoie, vous êtes à l'origine de cette loi, donc on va découvrir dans un instant de quelle manière vous l'avez articulée. Et avec nous également Léo Walter. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise des Alpes de Haute-Provence et vous avez proposé notamment un amendement à cette loi qui concerne la prise en compte de la situation sociale de l'établissement dans l'attribution de ces aides. Alors on va revenir sur cet amendement qui a été adopté et puis sur tous les petits points qui vous ont peut-être gêné ou qu'on peut améliorer sur cette loi. D'abord, Émilie Bonivard, racontez-nous un peu la genèse de ce texte que vous portez. À quel moment vous vous êtes dit il faut faire quelque chose pour relancer les voyages scolaires ? Alors, ça fait déjà un moment. Moi, je suis députée depuis 7 ans et je suis rapporteure du budget du tourisme à l'Assemblée nationale depuis 7 ans. Je suis députée de Savoie et c'est un territoire qui a été de très longue date investi sur ces questions et qui, historiquement, en fait, accueille des centres, donc des centres physiques, des hébergements, qui étaient propriété de villes d'Île-de-France, notamment de villes communistes, qui faisaient venir leurs enfants tous les hivers et tous les étés en classe de découverte. Et moi, j'ai grandi avec ces classes de découverte. Je suis monitrice de ski et donc j'ai eu aussi le bonheur de pouvoir en accompagner. Et j'ai vu par mon expérience professionnelle et mon expérience de vie l'intérêt que ces classes de découverte avaient pour les jeunes qui venaient découvrir nos territoires. Alors pas seulement pour l'activité de ski de pleine nature, mais aussi pour la connaissance du milieu montagnard et l'ouverture d'esprit que ça apportait. Et puis la petite anecdote, mais qui a un peu déclenché les choses, c'est que en tant que députée, parfois on prend le taxi et j'ai pu rencontrer à 2 reprises des taxis qui étaient enfants de la ville de Colombes et qui me disaient venir dans le centre de vacances de mon village et me dire ensuite, j'y reviens chaque année avec mes enfants. C'est-à-dire que en fait, ce goût de la montagne et cet apprentissage du ski à l'époque et cette connaissance du territoire a ouvert les perspectives de ces jeunes à l'époque qui n'étaient pas forcément des classes, plutôt des classes populaires, qui ne partaient pas forcément en vacances avec leurs parents. Et par l'éducation nationale, ils ont connu notre territoire et ils y reviennent avec leurs enfants. Mais effectivement, on est tous d'accord de toute façon pour dire tous les bienfaits que ces voyages scolaires ont sur les enfants, sur leurs souvenirs, leur connaissance de la nature, le fait de vivre ensemble, c'est une petite aventure pour eux. Néanmoins, depuis la pandémie, donc, ça s'est quasiment arrêté. Est-ce qu'on sait où ça bloque ? Pourquoi est-ce que ça reprend pas ? C'est parce qu'il n'y a plus d'enseignants qui veulent se lancer là-dedans ? C'est trop dur, c'est trop contraignant, il y a trop de responsabilités ? Ou c'est les établissements eux-mêmes qui disent il y a déjà assez de problèmes à gérer au quotidien, on verra plus tard ? En fait, la difficulté, elle date d'avant Covid. Elle date des années 2000. Il y a eu des accidents graves et en fait, l'éducation nationale a resserré, entre guillemets, les boulons en termes de sécurité. Et puis, il y a aussi un changement de la société, un changement social. Les parents ont un peu plus peur de laisser partir leur enfant. Il y a des contraintes en termes de responsabilité qui pèsent sur les enseignants qui sont extrêmement lourdes. Et par ailleurs, ils ne sont pas rémunérés pour ce travail supplémentaire. Donc, des contraintes administratives, une responsabilité très lourde, pas de rémunération qui correspond au travail effectué, pas de reconnaissance de ce travail supplémentaire des enseignants et par ailleurs effectivement des voyages scolaires qui en termes financiers se sont alourdis depuis plusieurs années. Donc en fait, si vous voulez, c'est une tendance de notre société qui s'est accélérée avec le Covid, qui fait que les voyages scolaires se sont dégradés malgré, je le dis, l'engagement des collectivités locales à faire partir leurs jeunes et puis des collectivités locales qui accompagnent les régions, les départements, les communes pour favoriser ces départs. Il fallait qu'on ait une action vraiment sur le cœur du réacteur qui est l'éducation nationale. Léo Walter, est-ce que vous avez la même lecture qu'Émilie Bonivard sur les raisons aujourd'hui de cette inertie ou est-ce que vous voyez peut-être quelque chose d'autre ? Alors, il y a effectivement d'autres éléments, mais je dois dire d'abord que
je partage tout à fait le diagnostic de Madame Bonivard sur le fait que ce n'est pas le confinement ou le Covid qui a déclenché cette désaffection, hein, que c'est bien plus ancien que cela. Moi, j'ajouterais aux éléments qui sont tout à fait justes, hein, qui ont été soulignés par ma collègue, un désengagement de l'État qui date pour le coup de la fin des années 90. Il fut un temps que peut-être beaucoup ont oublié, où lorsqu'on déposait un dossier de classe découverte ou de séjour scolaire, on obtenait une aide de l'éducation nationale, et une aide qui était substantielle pour pouvoir partir. Donc il y avait déjà un soutien de l'État. Même s'il y avait une contribution demandée aux parents. Alors, en tout cas, à mon époque. Il y a toujours eu une contribution demandée aux parents qui était plus ou moins importante, qui était parfois égale à 0 dans un certain nombre de communes. Mais pour le coup, c'était effectivement les communes qui supportaient cette aide aux familles qui partaient. Mais il y avait une aide de l'État, il y avait un soutien de l'État, et il y avait effectivement une culture dans l'éducation nationale. On oublie par exemple que lorsque la formation des enseignants, des instituteurs se faisait à l'école normale, on passait forcément le BAFA dans le cadre de sa préparation au métier d'instituteur. Et ça créait un aller-retour permanent entre les colonies de vacances, les classes de découverte et l'éducation nationale elle-même. Moi, j'ai très longtemps travaillé dans les colonies de vacances. Hein. J'ai dirigé des centres de vacances pendant des années où on accueillait à l'année des classes découvertes et puis sur les vacances, les petites et les grandes, des colonies de vacances. La plupart des directeurs et directrices de colonies de vacances étaient instituteurs, institutrices, directeurs, directrices d'école. Et donc, ça a créé une espèce de synergie qui a pour beaucoup disparu. Donc effectivement, on a un lent déclin à la fois des fédérations d'éducation populaire, on pourrait revenir aussi sur les raisons de ce déclin, des colonies de vacances et des classes de découverte. Et puis, effectivement, alors c'est pas le coup de grâce, j'espère que ce n'est pas le coup de grâce, mais est arrivé là-dessus le Covid, le confinement. Comme le disait Madame Bonivard également, toute une série d'injonctions contradictoires, de poids qui pèsent sur le dos des enseignants quand ils veulent monter un projet, de bâtons dans les roues posés à chaque instant du projet. Moi, j'étais moi-même instituteur, j'ai organisé des classes de découverte chaque année lorsque j'étais en responsabilité de classe, donc je connais bien le sujet. Je suis revenu à plusieurs reprises dans les débats que nous avons eus à l'Assemblée nationale, par exemple, sur le célèbre dossier d'autorisation de sortie avec nuitée, qui est à lui seul un frein, puisqu'il est impossible à remplir sans y passer des heures. Bref, il y a tout un tas de raisons qui font que, et effectivement, je pense que le Covid a pas aidé et a amené, par exemple, on oublie aussi peut-être trop souvent de regarder l'autre côté, a amené un certain nombre de structures qui accueillaient des classes découvertes à déposer le bilan. J'aimerais qu'on rentre dans le détail de cette loi. Qu'est-ce qu'elle propose concrètement ? Alors, concrètement, donc, déjà, c'est une proposition de loi, je le précise, hein, elle est d'initiative parlementaire. Donc, c'est les députés, alors moi, je la porte, mais elle a été votée assez largement, donc c'est vraiment une initiative. Elle doit passer au Sénat, là, hein, c'est ça. Donc, on espère vivement, donc je travaille pour que le Sénat reprenne cette proposition de loi. Pour l'instant, elle ne peut pas être promulguée, puisqu'il faut qu'elle puisse être votée par le Sénat dans les mêmes termes, ou alors ensuite rentrer dans une navette. Alors, elle propose plusieurs choses. Elle vise à lever les principaux freins. Donc, le premier, c'est un fonds d'aide au départ. Un voyage moyen de nuitées, avec plusieurs nuitées, 4 nuitées, on va dire, c'est entre 400 et 700 euros par élève. Donc, c'est considérable. L'idée, c'est, comme le disait le collègue Walter, c'est de remettre l'État au cœur du système avec une aide financière de l'État apportée pour l'aide au voyage. L'idée, c'est évidemment de faire baisser le reste à charge des familles pour qu'il n'y ait pas d'obstacle au départ pour les familles. Donc, ça n'est pas une prise en charge totale, c'est une aide qui vient en plus de l'investissement des régions, des collectivités, voilà, de l'établissement et des parents. Exactement. Mais ça se chiffre à combien? Parce qu'au début, il y avait cette somme de 3 millions d'euros qui avait été annoncée. Monsieur Walter, d'ailleurs, trouvait que c'était très peu, certains observateurs aussi. Depuis, il n'y a plus cette somme qui est mise dans la barquette, je dirais, et on va voir ce qu'on va mettre dedans et comment. Donc, du coup, comment ça va se faire concrètement? En fait, si vous voulez, on a mis 3 millions d'euros parce que j'ai réussi à faire passer un amendement dans le dernier projet de loi de finances de 3 millions d'euros pour aider au départ pour cette année. Mais dans la loi, effectivement, on ne peut pas mettre de montant. C'est interdit, entre guillemets, parce que c'est dans le cadre du projet de loi de finances
qu'à chaque fois, on vote un budget. Parce que ce 3 millions d'euros, il a fait dire à beaucoup de gens, c'est vraiment trop peu, du coup, ça sert à rien, ça ne sera pas applicable, etc. C'est déjà mieux que rien, parce qu'avant, il y avait Bien sûr. Donc, et moi, l'objectif, c'est qu'on avance. Oui. Et pour qu'on avance, et ben, comme on est avec une majorité qui n'est pas forcément sur la même ligne et qui n'a pas forcément les mêmes objectifs, et ben, il faut trouver des compromis. Et donc, le montant des 3 millions, et je le dis, il est effectivement un peu au doigt mouillé. En fait, on l'a travaillé avec la Ligue de l'enseignement et la NCV, qui eux-mêmes ont des budgets au départ. Et parce que, en fait, la réalité, c'est qu'on n'a aucun chiffre aujourd'hui de la part de l'Éducation nationale qui nous permettrait de faire un budget. Donc, l'idée, c'était de mettre un peu le pied dans la porte avec un fonds créé qui soit pas trop important parce que ça permet qu'il soit accepté par le gouvernement et la majorité sans déséquilibrer le budget et en attendant effectivement d'avoir le véritable chiffre. Donc on verra l'année prochaine puisque dans la proposition de loi on a une obligation de la part du gouvernement à nous donner les chiffres réels des classes de découverte, qui nous permet de budgéter les choses. Et le deuxième article qui est très important, c'est le financement par ce qu'on appelle une part de pacte, donc une indemnité supplémentaire aux enseignants pour un départ de plusieurs nuitées. Ça a été l'objet de beaucoup de débats. Et c'est vrai que moi, mon objectif, c'est vraiment que le texte passe. Il est pas parfait, il pourrait être effectivement plus étendu, mais l'objectif, c'est qu'il passe. Et donc, dans ce cadre-là, de trouver un... En tout cas, que ça relance la machine rapidement. Oui, c'est ça. C'est qu'on ce soit pas un coup d'épée dans l'eau, parce qu'on voudrait quelque chose d'ambitieux, je dis pas trop ambitieux, d'ambitieux et de très positif. Et de ce fait, eh bien, on n'aurait pas un vote on n'aurait pas de vote, et donc, ça tomberait à l'eau. Léo Walter, ce qui est important pour vous, c'est que ces subventions de l'État aillent d'abord en priorité aux établissements qui en ont le plus besoin, que ce soit pas comme ça le portefeuille ouvert et que un lycée, je le cite comme ça, comme Louis-le-Grand par exemple, dont on sait qu'il a beaucoup de moyens, ait la même subvention qu'un lycée de Seine-Saint-Denis où on n'a pas le chauffage, par exemple. Alors, c'est pas exactement le souci de mon point de vue. Le premier souci, vous l'avez dit, c'est le montant du fonds. Alors, moi, je tiens à dire quelque chose, et Émilie Bonivard le sait très bien, c'est que ce que je reproche à cette proposition de loi n'est pas du ressort de Madame Bonivard. Je comprends son point de vue qui est, elle veut absolument que cette proposition de loi soit votée, et donc elle a été obligée à des compromis avec la majorité. Et le souci pour moi, c'est que, et c'est pour ça que nous nous sommes abstenus à l'issue du texte en hémicycle avec mon groupe, c'est que ces compromis... Alors, je ne peux pas dire que ça vide de son sens cette proposition de loi, sinon nous aurions voté contre. Ça va dans le bon sens, il faut le dire. Et moi, je remercie Madame Bonivard d'avoir fait cette proposition de loi, parce que c'est une proposition de loi qui est positive, qui va dans le bon sens, et qui soutient quelque chose, je vous l'aurais compris, qui me tient extrêmement à cœur, à savoir les départs en classe de découverte, en séjour scolaire des élèves de ce pays. Le premier souci, c'est pas entre Louis-le-Grand et un collège ou un lycée de Seine-Saint-Denis. Le premier souci, c'est que nous avions déposé des amendements qui n'ont pas été adoptés pour exclure l'enseignement privé de cette proposition de loi. Parce que pour moi, il y a un premier souci qui est là, c'est-à-dire que cette proposition de loi met en place un précédent problématique, à savoir que la loi Debré stipule que l'État finance les établissements privés, mais uniquement pour la partie enseignement. Et ce serait un précédent fâcheux, de mon point de vue, à un moment où un certain nombre de scandales éclatent autour du financement de l'enseignement privé, on pense en particulier à l'affaire Stanislas, d'aller financer le privé au même titre que le public. Ça, c'est vraiment pour moi une première ligne rouge qui est extrêmement problématique, d'autant que, d'ailleurs, ça avait été soutenu, mon amendement avait été soutenu par une parlementaire de la majorité qui disait que ça aurait été aussi une manière de redonner une chance au public dans la compétition qu'il oppose à l'enseignement privé. C'est quand même symbolique, effectivement, dans le contexte dans lequel nous sommes. C'est un message symbolique. C'est un message symbolique qui, personnellement, me posait problème. Le deuxième souci, vous l'avez dit, c'est le montant de ce fonds. Alors, encore une fois, il n'y a rien contre Émilie Bonivard qui a réussi à obtenir ces 3 millions d'euros dans le PLF, et c'est une très bonne chose. Mais si on en croit la circulaire du 13 juin 2023, le but est, par exemple, de faire partir chaque élève
de l'enseignement. Alors si on ne prend que l'enseignement public, chaque élève de l'école publique, au moins une fois pendant le cycle de l'école élémentaire. Le cycle de l'école élémentaire, c'est 5 ans. Donc 3 millions d'euros sur 5 ans, ça fait 15 millions d'euros. Si on divise par le nombre d'élèves scolarisés à l'école publique en école élémentaire, ça représente 4,70 € par enfant. Quand on met ça en face effectivement du prix aujourd'hui par élève d'une classe découverte, on se rend bien compte que c'est pas à la hauteur. C'est encore un autre souci. Et puis le troisième souci, enfin il y en a d'autres, on pourra y revenir. Avec nuitées, moi, c'est uniquement avec les nuitées. Hein. Ah mais on parle de nuitées. Voyages, oui. Ah non, mais on parle de sorties scolaires avec avançons nuitées. parce que malheureusement le temps passe et j'ai encore plein de questions à vous poser. Très rapidement, un troisième souci pour moi qui est absolument essentiel, c'est, et encore une fois, c'est pas du fait de Madame Bonnivard, c'est parce que c'est comme ça aujourd'hui qu'on peut payer les enseignants dans le premier degré, c'est un choix politique du gouvernement, c'est d'adosser ce dispositif sur le pacte. Le pacte qui est massivement rejeté par l'ensemble de la profession, premier point. Et deuxième point, nous on a quand même énormément de remontées du terrain qui nous disent que pour obtenir des briques de pacte, ça s'appelle comme ça, des briques de pacte de l'ordre d'un projet de départ, projet de sortie, etc., il faut d'abord avoir accepté les premières briques de pacte obligatoires, entre guillemets, qui ne le sont pas, mais qu'ils sont en fait, à savoir accepter par exemple d'aller faire l'heure de soutien en collège. Justement, on va faire réagir. Le remplacement de courte durée dans le second degré. On va faire réagir Émilie Bonnivard justement sur ce point et l'adossement au pacte effectivement qui... Alors moi, il y a deux choses sur lesquelles je souhaiterais revenir. Moi, j'ai absolument souhaité qu'on ne différencie pas le public et le privé. Tout simplement parce qu'il y a dans nos territoires beaucoup d'établissements privés qui sont loin d'accueillir des familles riches. Il y a une très grande diversité du privé dans notre pays. Il y a même des territoires où il n'y a pas d'école publique, où il n'y a qu'une école primaire privée. Néanmoins, ces écoles privées reçoivent de l'argent de la part des parents et de l'État. Et donc il y a quelque chose. Vous avez, par exemple, quand vous n'avez pas le choix, qu'il n'y a qu'un établissement privé, et puis en plus reçoivent de l'argent, enfin, regardez la diversité des établissements privés et des montants des inscriptions, on est très loin tous les établissements privés ne sont pas Stanislas. Et beaucoup de parents aussi de familles qui sont plus en difficulté décident de mettre leur enfant dans le privé, justement pour avoir une attention parfois un peu plus importante. Donc, le fait de dire il y a les riches dans le privé et les pauvres dans le public, ça ne correspond pas à la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Et pour moi, la vraie différence, c'est le niveau de vie des familles et la réalité du niveau social des familles qu'il faut prendre en compte. Bien plus le fait qu'ils soient dans le privé ou dans le public. Et c'est ce qu'on a pris en compte dans la proposition de loi. C'est-à-dire que selon l'indice socio-économique des familles, des établissements, eh bien, ils auront accès à l'aide ou pas, que les établissements soient du privé ou du public. Ça me paraît beaucoup plus juste comme système de répartition que finalement un choix public-privé de les opposer. Qui est un choix politique. Le deuxième point, pardon, j'aimerais avancer parce qu'il nous reste beaucoup de temps. C'est pas l'un ou l'autre en fait. C'est-à-dire que moi je suis tout à fait d'accord avec le fait que la principale question, et d'ailleurs qui n'est pas réglée par cette proposition de loi, mais encore une fois elle ne peut pas tout régler, c'est une problématique qui devrait être prise en compte par notre gouvernement, c'est qu'effectivement il n'y a rien qui nous dit quel est le reste à charge au final des familles, puisqu'on ne sait pas comment vont être abondés les fonds et par les collectivités locales et par les écoles privées, etc. Ultérieurement. J'aimerais juste qu'on avance un petit peu parce qu'il y a quelque chose de très important, c'est les élèves handicapés et les AESH. Oui. Parce que évidemment, dans ce type de voyage scolaire, on sait que les élèves handicapés ou qui ont besoin d'un accompagnant sont les premiers exclus. Et justement, ça a été un de vos points. Et j'aimerais savoir comment vous allez pouvoir permettre aussi aux AESH, alors même qu'on sait qu'il en manque au quotidien pour déjà amener ses enfants à l'école, comment on va faire pour les accompagner dans ces voyages scolaires? Alors, c'est une vraie difficulté. Et en fait, Léo Walter le dit, dans le cadre de la PPL, c'est très compliqué de régler cette question parce qu'elle implique parce qu'il y a des questions réglementaires, budgétaires, législatives sur le statut même des AESH qui aujourd'hui n'est pas réglé dans la loi classique sur le temps scolaire, le temps périscolaire. Donc, en fait, on a je pense qu'on va réussir à en régler une partie. On a un
collègue sénateur Les Républicains, Cédric Vial, on va étudier sa proposition de loi, elle a été votée par le Sénat, justement pour clarifier le statut des AESH et leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. Donc nous, la chose qu'on a pu faire dans le cadre de la PPL, c'est pouvoir avancer dans le cadre d'un rapport pour identifier les pistes de travail pour permettre l'accompagnement par les AESH. Les collègues avaient un amendement en fait qui visait à avoir une récupération en jour de congé après les départs. La difficulté, c'est qu'il faudra quand même que ces enfants soient accompagnés à l'école. Donc, si les AESH prennent des congés, ça veut dire que les enfants ne sont plus accompagnés. Donc, je pense que c'était un amendement d'appel, mais qui ne tournait pas. Mais justement, c'est peut-être un peu insoluble, cette histoire, non ? Alors c'est insoluble quand on décide de ne pas y mettre les moyens. C'est-à-dire que c'est là où on voit que ça se mord la queue, en fait. C'est-à-dire que, alors déjà, premièrement, l'amendement auquel vous faisiez référence tout à l'heure, c'est le seul amendement que j'ai réussi à faire adopter dans cette loi, à savoir la prise en compte de l'IPS, donc de l'indice de position sociale des familles, et ça c'est une grande fierté. Nous avions effectivement d'autres amendements, et comme on nous disait qu'on ne pouvait pas salarier les heures supplémentaires des AESH, nous proposions effectivement une récupération sur le temps de travail. Que nous répond-on ? On nous répond, il n'y a déjà pas assez d'AESH. Ce qui est une réalité pour le coup, hein. Oui, mais on ne peut pas le nier. Laissez-moi aller au bout du raisonnement, justement. Il n'y a pas assez d'AESH. Donc si on leur donne des récupérations, on n'aura plus personne pour accompagner les élèves à l'école. Donc le problème de fond, c'est le statut des AESH. Nous avons été porteurs, avec mon groupe, d'une proposition de loi de fonctionnalisation des AESH. Nous, on considère qu'à partir du moment où il est reconnu que ces personnes font un métier qui est pérenne, qui est essentiel, qui est nécessaire, il faut donc créer un corps dans la fonction publique qui correspond à cette nouvelle fonction. Tant qu'on n'aura pas fait ça, en fait, on ne réglera pas le problème de l'accompagnement des élèves en situation de handicap, et donc on se retrouve dans le genre d'impasse dont parlait Madame Bonnivard. Le souci, c'est que c'est le premier frein pour le départ des élèves handicapés en classe découverte. Je suis désolé, le temps passe et j'avais encore plein de questions à vous poser, donc je vous pose la toute dernière. Qu'est-ce qui vous attend là avec cette loi du coup ? Le Sénat, d'accord, mais je suppose que vous allez quand même faire un petit peu ce qu'on appelle vulgairement du lobbying auprès de vos collègues pour essayer de parler de cette loi, de vous faire accompagner, de faire bouger les choses en quelques mots. Oui, là, donc l'objectif c'est qu'elle puisse trouver une place pour être débattue au Sénat. Donc oui, j'ai bien mobilisé mes collègues de l'Assemblée nationale, mes collègues sénateurs aussi d'autres groupes du Sénat, d'autres groupes du Sénat qui sont aussi attachés à ces questions-là. Je pense à Cécile Cukierman. On a une date ? Non, on n'a pas de date, c'est le problème. Mais... Donc j'ai fait remonter à Bruno Retailleau, mon président de groupe également l'a fait remonter à Bruno Retailleau, à des collègues qui sont attachés, qui sont à la commission éducation, qui sont attachés à ces questions. Donc il faut trouver une place dans l'agenda parlementaire. Merci beaucoup à tous les deux. Émilie Bonnivard, députée Les Républicains, et Léo Walter, député La France Insoumise. Merci d'être venu sur le plateau de School TV ce soir. On marque une courte pause et on revient.